On est donc de retour pour la deuxième partie de la deuxième session pour cette journée Date Aquitaine avec Kevin Gravouille de Delphox qui va nous parler donc de systèmes autonomes et apprenants. Bonjour et merci de me permettre de présenter un peu les travaux qu'on réalise à Delphox. Donc, je suis Kevin Gravouille et je suis en charge de la prospection technique et scientifique chez Delphox. Delphox, pour vous dire deux mots dessus, c'est une start-up d'une grosse quinzaine de personnes qui a été fondée en 2018. On a quelques collaborations avec des grands comptes de l'aérospatiale et de la défense. On a un cœur technologique qui est clairement identifié, qui est le Deep Reinforcement Learning, dont on a pu évoquer quelques points jusque-là. Et on a comme ambition, comme vision, vraiment d'aller vers des systèmes qui sont autonomes et apprenants. Donc vraiment avec des agents qui réagissent intelligemment à des environnements qui sont dynamiques d'une part, mais qui sont aussi changeants au cours du temps. Je vais vous présenter aujourd'hui plus un projet qu'on a réalisé sur une période d'1 an et demi, 2 ans, qui est maintenant terminé, qui consistait donc à rendre autonomes des drones volants qui devaient accomplir un panel de certaines missions. Je vais vous présenter un peu plus en détail. Je vais quand même faire un très bref rappel de ce que c'est le renforcement. De mon point de vue, c'est pour Delphox, là, on veut une politique, une fonction qui s'appelle Pi dans ma notation, qui me donne une action à réaliser dans mon simulateur en fonction d'une observation qui est faite de ce simulateur. Le problème étant que je ne dispose pas nécessairement de données labellisées, donc je n'ai pas d'exemple d'association de si je vois telle observation, je réalise telle action. Donc là, l'apprentissage de manière supervisée n'est pas forcément envisageable, enfin, n'est pas envisageable du tout. Par contre, je peux fournir un certain nombre de signaux de récompense qui vont permettre d'orienter, de guider mon agent dans son apprentissage. Et donc on va utiliser ça dans un mécanisme d'essai et d'erreur avec pour objectif d'avoir une politique à la fin qui me donne les actions qui elles-mêmes entraînent la plus grande récompense cumulée à l'horizon qui est fixé pour l'agent. C'est vraiment l'objectif d'apprentissage. Pardon. Pour le scénario, on a ici un combat aérien en 2 contre 2 avec un système d'attaque et de défense, 2 pénétrants et 2 intercepteurs. Les pénétrants partent de la gauche et ont pour objectif d'atteindre la zone verte, il faut juste qu'ils rentrent dedans. Et les intercepteurs, eux, patrouillent à proximité de la zone verte et doivent, quand ils les détectent, ils doivent intercepter, à l'aide des moyens d'interception qui vont bien, doivent intercepter les pénétrants. Pour la partie attaquante, la vie est relativement facile puisqu'ils ont une observation qui est relativement complète et qui est parfaite. Donc ils voient la position de leurs adversaires, la position de leurs alliés et ils savent, je crois, s'ils ont été détectés. Donc pour eux, la vie est relativement simple. Par contre, pour les défenseurs, eux, ils ne voient les attaquants que si ceux-ci ont été détectés, alors soit par le radar au sol, qui est symbolisé par le rectangle rouge, et on peut voir d'ailleurs qu'il est entouré en blanc une des détections, il y a une trace fantôme de l'avion, ça veut dire que là, il y a une détection, et donc cette position-là est connue des défenseurs, mais ça n'empêche pas que l'avion qui attaque peut continuer à bouger. Donc quand ils sont détectés par le radar ou quand ils sont dans le cône radar qui est en jaune devant les avions défenseurs. Donc si jamais il y a un avion dans ce cône radar, on voit sa position. Et donc l'idée, voilà, c'est d'entraîner par renforcement tous les agents. Donc là, on en a 4. Les actions qui sont possibles ici sont des actions qui se rapprochent d'un autopilote. On va donner une vitesse et une altitude cible. L'idée, c'est que à la fin, j'ai un réseau de neurones qui voit ce que voit le réseau de neurones, ce que voit l'agent, et qui me donne des actions qui sont quasiment des ordres que je pourrais envoyer à un autopilote. C'est du coup, pour remettre un petit peu le problème dans son formalisme, on a des observations qui sont parfaites, mais qui sont partielles, mais qui sont parfaites. Il n'y a pas de bruit ou de choses comme ça. On a un contrôle de la plateforme qui est continu, par opposition à un contrôle discret. Là, c'est vraiment, je manie le manche de l'avion vraiment très finement. On a un jeu qui est asymétrique. La victoire de l'un n'est pas forcément la défaite de l'autre. Et les manières de gagner
ne sont pas symétriques. Et on se pose surtout la contrainte d'avoir un système qui est multi-agent. Donc on veut entraîner les 4 avions en même temps, et multi-réseau dans le sens où on veut que chaque agent dispose de son propre réseau de neurones. Une approche qui est souvent utilisée dans les multi-agents, c'est qu'on a un réseau de neurones qui est appliqué, qui est dupliqué pour tous les agents. En fait, on va mettre toutes les observations et toutes les actions pour tous les agents, on peut éventuellement le conditionner. Là, on est dans une optique où on a vraiment autant de réseaux de neurones que d'agents. Et pour adresser toutes ces contraintes, après un petit peu de biblio, on est tombé sur l'algorithme MADDPG, donc je vais revenir un tout petit peu dessus après, qui est un algorithme acteur critique qui en fait va tacler le problème qui est de non-stationnarité qui est dû au multi-agent en permettant aux critiques, on a un système d'acteurs et de critiques qui va permettre aux critiques de voir davantage d'informations sur l'environnement et qui va notamment voir les actions des autres agents. Donc on a un critique qui va informer l'acteur de est-ce qu'il est dans la bonne direction ou pas, enfin qui va estimer la future récompense. Ce critique-là va faire cette estimation en fonction des actions de l'agent courant, mais aussi en fonction des autres agents. Alors c'est un peu de la triche sur le papier, mais on a quand même, c'est quand même permis puisque au moment de l'évaluation, au moment de l'exploitation, on n'a que l'acteur qui interagit sur le terrain et le critique, lui, est mis en pause. Donc sur la vidéo qui est là, on va pouvoir voir une toute première étape d'appropriation de la techno, où on a tout simplement en 2D un certain nombre d'agents, c'est des sphères vertes qui doivent ici accomplir l'objectif de toucher le cercle bleu en haut en esquivant les rouges et le point noir. Et les rouges, pareil, qui doivent poursuivre les verts. Eux, le bleu ne les intéresse pas et est toujours un obstacle. Et ça, c'est vraiment une première appropriation de la techno pour montrer un petit peu la faisabilité. C'est un peu la preuve de concept en interne. Et donc, on était plutôt confiant sur ces résultats-là. On avait certaines caractéristiques qui ressemblaient beaucoup à notre cas d'usage, donc le contrôle continu et le multi-réseau, multi-agent. Et donc on est passé à l'implémentation de la problématique que je vous ai présentée tout à l'heure. Pardon. Alors l'environnement est, on l'a déjà dit plusieurs fois, un élément absolument essentiel. Ici, on avait un simulateur aéronautique qui nous était fourni par notre client, donc on n'avait pas à se soucier de l'implémentation, voilà, parce que c'est pour le coup un métier à part entière. On avait accès à l'état de la simulation par pas de temps, donc on avance d'un pas de temps, on observe l'intégralité des éléments de la simulation, et on a la possibilité aussi d'interagir avec cette simulation en envoyant des ordres qui ressemblent beaucoup à des ordres d'autopilote, ce qui correspond à la manière dont sont contrôlés les avions. De ce simulateur, on en a fait un environnement d'apprentissage, un environnement au sens RL, au sens apprentissage par renforcement, où on a converti l'état du simulateur en des observations qui pourront être livrées aux agents ensuite, qui sont les entrées du réseau de neurones. On a récupéré les sorties du réseau de neurones qui sont du coup converties en actions qui peuvent être envoyées au simulateur. Et on a implémenté tout le système de récompense dont on va reparler un petit peu. Juste avant ça, on a quand même l'implémentation des réseaux de neurones, donc des politiques qui sont associés. Donc on est sur un modèle acteur critique. J'ai un critique qui va évaluer si une action est bonne ou pas dans mon état actuel, et j'ai un acteur qui va me proposer ces actions-là. Les réseaux de neurones qui sont sous-jacents, on a commencé par des réseaux de neurones extrêmement simples, même juste des projections linéaires au début, et on a rajouté au fur et à mesure soit des couches, soit on a élargi les couches, on a testé tout un tas de choses, jusqu'à arriver à des mécanismes très poussés comme de la self-attention ou des choses comme ça. Et une fois qu'on a mis tous ces éléments en marche, en place, on peut du coup lancer les entraînements. Et là, il y a l'algorithme d'apprentissage qu'on a utilisé, qui a été exploité notamment avec 2 grandes techniques qui sont le reward shaping et le curriculum learning, qui consistent en fait à indirectement injecter de la connaissance métier
sur la manière dont devraient se passer les choses. Typiquement, je peux indiquer à mon avion tu es actuellement en train de partir dans une direction tout à fait opposée à ton objectif, et donc je te mets la punition qui va bien. Par contre, si jamais tu vas dans la bonne direction, je te mets pas forcément un bonus, parce que tu as d'autres choses à découvrir par là. Là, il y a un gros travail d'implémentation, de tests et de paramétrage à réaliser. En complément de ça, on a aussi une étape de curriculum learning, donc on va apprendre vraiment, on va essayer d'introduire un peu de pédagogie dans la chose, où on va d'abord apprendre notre agent à juste traverser le terrain. Déjà, juste aller dans la bonne direction, ce sera pas mal. Ensuite, on va lui dire, pour le défenseur, tu as un radar de taille illimitée, puis on va réduire la taille du radar, par exemple. Voilà, on a des choses à faire pour essayer d'apporter un petit peu, pour complexifier la tâche, alors que ce serait pas possible d'apprendre des choses si on le lançait tout de suite dans la problématique avec toutes les contraintes les plus exigeantes. Là, on va essayer de relaxer les choses et on resserre au fur et à mesure pour arriver jusqu'au scénario final. On a aussi mis en place un système de tournoi. Comme on avait du multi-agent, on les a fait jouer les uns contre les autres pour essayer de faire émerger des nouveaux comportements. Alors ce dernier point, ça prend le contre-pied de ce qui se fait, des deux premiers. Les deux premiers servent à réduire vraiment les temps d'apprentissage. On va essayer d'injecter un petit peu de la connaissance métier pour aller vraiment plus vite. Le tournoi, à l'inverse, on se dit, bon, on a du temps et des ressources à utiliser, on va se permettre de faire beaucoup de parties les uns contre les autres, et on verra ce que ça donne. Une fois qu'on a tout fixé, vraiment tous les hyperparamètres, que tout est mis en place, l'entraînement des 4 agents, ça prend une grosse nuit de calcul. Et on a, alors avec un système, sur la phase d'entraînement, on a quelque chose qui est relativement exigeant. Et quand on revient sur les scénarios d'évaluation qui étaient spécifiés par nos clients, là on avait un taux de victoire qui était tout simplement de 100%. On déroule 10 000 parties, il y a 10 000 victoires, ce qui était particulièrement intéressant pour nous et pour le client également. Quelques petites vidéos pour vous montrer les évaluations en question. Donc là, ce seront les pénétrants qui vont commencer à jouer sur cette vidéo. Est-ce que ce serait possible de la remettre au début? Parce qu'ils ont déjà traversé le terrain. Super. Donc là, on voit qu'ils sont en train d'avancer vers la zone. Il y a des détections qui sont faites. On voit la boule flasher autour. C'est-à-dire qu'il y a une détection et à ce moment-là, en fait, il y a les défenseurs qui se dirigent à peu près dans ces directions-là. Et là, on vient de voir une manœuvre d'esquive, donc avoir une très grosse montée en altitude, qui a consommé énormément de carburant, mais qui a été réalisée tout de même de manière à garder suffisamment de carburant pour aller jusqu'à la zone d'arrivée. On avait aussi des cas où l'agent faisait des grands zigzags de haut en bas, ce qui perturbe énormément les défenseurs, mais qui consomme trop de carburant. Il y avait aussi cet aspect-là à prendre en compte, je ne l'avais pas mentionné. Donc là, c'était vraiment un exemple de l'attaque qui joue. Donc là, c'est vraiment des IA qui contrôlent les attaquants. Et sur la vidéo suivante... Ici, donc c'est les défenseurs qui jouent. Quand il y a les détections qui ont été faites par la zone radar, en fait, les défenseurs s'orientent tout de suite vers les cibles. On peut imaginer, on peut interpréter une certaine répartition des tâches tout de même, parce qu'ils se croisent, mais on n'a pas 2 défenseurs sur le même attaquant, puis sur l'attaquant suivant. On a vraiment chacun son côté. Et on obtient à la fin, donc là, il y a vraiment... le fait de donner des ordres suffisamment précis pour qu'on remplisse toutes les conditions d'interception. Donc il faut que l'ennemi soit dans le cône bleu pendant un certain temps, ce qui demande quand même de ne pas arriver face à face avec l'ennemi. Donc il y avait des petites subtilités comme ça. Et on a bien les 2 agents, les 2 pénétrants qui ont été interceptés par l'équipe des intercepteurs. Donc 100% de succès aussi sur ce scénario-là. Et jusque-là, en fait, on se concentrait uniquement sur l'entraînement des IA, l'exploitation des IA, purement en simulation. Un des enjeux de ce projet-là aussi, c'était de déployer ces IA-là sur un cas réel, donc vraiment faire voler des drones,
pour démontrer la faisabilité de la chose. Alors, en l'occurrence, on ne l'a pas fait avec des avions, on l'a fait avec des drones quadricoptères, pour des raisons de coût évidentes. Pardon. Pour ce faire, du coup, on a on a créé un canal de communication entre notre environnement de simulation et les drones qui étaient en l'air, avec du coup l'envoi d'ordres aux drones. Donc déjà la conversion des ordres autopilotes en ordres compatibles avec ce que pouvaient comprendre les drones en fonction de ce qui était proposé par les fabricants des drones. Donc il y a un premier contrôleur à ce niveau-là. On envoie des ordres au drone. Le drone qui est physiquement en train de voler nous renvoie sa propre télémétrie et on va utiliser cette information-là pour réaligner la simulation sur la réalité. Donc il y a convertir ça en une commande acceptable par le drone et donner cette commande au drone. Et donc on a cette boucle-là qui tourne. Et donc sur la dernière vidéo, c'est assez difficile à voir parce qu'on filme des drones dans le ciel, donc ils sont loin et petits. Mais on peut les voir en fait réaliser un vol, donc un même type de scénario. Là, les 4 drones ont appris. Ils sont tous en train de voler et ce qu'on voit en bas à droite, c'est la simulation qui est alignée sur la réalité. Et alors forcément, quand il y a interception, les drones montent on va pas simuler les crashs, ça commence à coûter cher. Et donc on a quand même un contrôle des drones qui est fait entièrement par une IA. Donc la mission a été spécifiée notamment au travers des rewards. Et à la fin, on a du coup des drones qui volent, qui sont exclusivement pilotés par des IA. Voilà pour vraiment les résultats, la démonstration en vol qu'on a pu réaliser. Quelques petits points pour vous faire quelques petits retours d'expérience un peu sur ça. Le Deep Reinforcement Learning, c'est un problème d'apprentissage qui est formulé, là on formule des missions, mais ça pourrait être autre chose, par un système de récompense. C'est une formulation, on pourrait se contenter d'avoir des données labellisées, c'est toujours intéressant. Mais quand on ne peut pas les avoir, mais qu'on peut simuler notre process ou notre phénomène physique ou quoi que ce soit, et qu'on peut fournir un système de récompense, là on a les apprentissages qui sont permis. Et pour obtenir ça, du coup, on a besoin, dans le DRL, Deep Reinforcement Learning, d'un réseau de neurones, d'un simulateur et d'un algo. Le simulateur est absolument central là-dedans. En fait, c'est lui qui va générer nos données d'apprentissage. Et en data science, on le sait, quand les données sont de qualité moyenne, les apprentissages vont être de qualité excessivement moyenne. Donc on a tout intérêt à avoir un simulateur extrêmement fiable. Et après, il y a une balance tout de même à avoir entre la précision des calculs et la rapidité des calculs et la robustesse pour avoir, par exemple, pour éviter d'avoir des IA qui apprennent à exploiter les failles de la simulation. C'est des choses qu'on a vues par exemple dans OpenAI où les robots fonçaient dans les murs et en fait au bout d'un moment ça les faisait décoller et ils pouvaient partir un peu n'importe où. Ce qui était très pratique et très rentable pour eux, mais ce qui n'était pas du tout voulu par les concepteurs initialement. Et il y a aussi sur l'aspect simulation un petit passage à anticiper. Bon, on va simuler des choses, qu'est-ce qu'on veut en faire après? Si on veut passer à la réalité, alors oui, il faut travailler un petit peu le simulateur pour qu'il soit adapté à cette problématique. Sinon, on pourrait faire des simulateurs de tout et rien, mais on n'aura pas forcément l'utilisation d'un simulateur, l'exploitation industrielle ou autre de ce simulateur. Et 2 techniques qu'on a largement utilisées pour ce projet-là, qui sont le reward shaping et le curriculum learning, ça permet de drastiquement réduire les temps d'apprentissage. À la louche, on aurait pu passer de 6 mois d'apprentissage à quelques jours pour obtenir des résultats comme celui-là. Et une fois que vraiment on a tout bien verrouillé, je disais, c'est une grosse nuit de calcul sur des ordinateurs relativement modestes. Pas besoin nécessairement de déployer toute la puissance de calcul de l'industrie pour faire ça. Par contre, ça demande un investissement en temps humain, en temps expert, pour aller justement formuler les problèmes, ou pour aller formuler des conseils, si je puis dire, sous forme de récompense. Donc il y a la mission qui est fixée d'une part, et on va aussi l'aider, on va essayer de le guider à travers ces fonctions de récompense intermédiaires, qui sont le reward shaping et éventuellement le curriculum learning. Et pour finir, juste un mot sur ce que fait Delphox en ce moment. Donc on est en train de développer un logiciel qui s'appelle Normind, où c'est une suite logicielle avec l'idée de une personne qui n'est pas experte en IA a un problème lié à de l'autonomie.
éventuellement un petit peu de robotique par-ci, par-là, peut apporter éventuellement son expertise, l'expertise pour le reward shaping ou des choses comme ça. Et en fait, on va proposer toute une collection d'outils qui sont intégrés et qui peuvent être utilisés de bout en bout pour obtenir à la fin des systèmes qui sont autonomes, qui sont capables de prendre des décisions et qui sont déployables dans des contextes industriels quasiment sur le coup. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Bien, merci beaucoup. Alors, on a une question sur le chat concernant le reward shaping. Est-ce que ça pose des questions sur le safety, enfin, sur est-ce que ça ne va pas engendrer l'apprentissage de stratégies partielles ou de stratégies qui ne seraient pas conformes à la fin? Alors, ça peut, parce qu'avec du reward shaping, on va forcément fermer tout un pan qu'on ne souhaite pas que l'IA explore. Et ça peut arriver que dans ce pan-là, il y ait des fois des choses à explorer, des choses qui sont en réalité intéressantes. Je pense je fais le parallèle avec le jeu de Go qui est AlphaGo, où il y a un coup qui a été joué par l'IA auquel l'humain ne s'attendait pas du tout. Ça, c'est un coup que de reward shaping n'aurait pas permis ce genre de choses, n'aurait pas invité à ce genre de choses. Là, ça a été permis. Donc on va quand même resserrer un petit peu le domaine d'apprentissage, mais ça fait gagner au final tellement de temps que ça en devient rentable. Après, est-ce qu'on va sur la problématique de la safety, je pense que le problème se situe pas à ce niveau-là, parce que avec le système de reward shaping, on peut aussi introduire une certaine notion de safety en disant par exemple si tu t'approches trop de ton coéquipier, tu vas prendre une petite punition. Ça peut être utilisé un peu dans cet esprit-là. Donc là, la safety, elle est à double, enfin, le reward shaping est à double tranchant pour la safety. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions, d'autres questions peut-être dans la salle ou, ouais, alors. Bonjour, merci beaucoup. Moi, j'avais une question sur les architectures de vos neural networks. Je voudrais savoir, en fait, parce que vous avez dit que vous avez exploité plusieurs architectures différentes, en vous appuyant sur plein d'idées différentes. Mais du coup, moi, j'aimerais savoir comment est-ce que vous avez fait pour évoluer dans cette idée-là, comment vous avez fait pour converger sur l'architecture que vous avez sélectionnée aujourd'hui. Alors, ça a été un processus relativement long et qui s'est aussi fait au gré alors des besoins clients d'une part, mais aussi de notre mise à jour sur la littérature scientifique. Typiquement, tout ce qui était relatif à l'attention, c'est sorti alors que le projet avait déjà commencé. Donc quand le projet a commencé, on ne savait pas qu'on allait faire de l'attention. Et donc au début, on a commencé avec des MLP très classiques. Et au final, c'est au fur et à mesure de l'avancée du projet, on identifie que voilà, j'ai un 85% de victoire. Effectivement, est-ce que je peux jouer sur les rewards pour monter un peu? Est-ce que je peux jouer sur les observations, les actions? Au bout d'un moment, le seul levier qui reste, c'est le réseau de neurones. Et là, l'approche, ça a été un peu plus experte. Alors chez Delphox, pour le coup, on est une dizaine d'experts en data, en deep learning. Et donc, on a testé des architectures, on a estimé est-ce que certaines architectures étaient plus pertinentes que d'autres. Et on a vraiment testé à l'intuition humaine pour le coup. Il n'y avait pas de autokeras ou de choses comme ça. L'autre avantage aussi qu'on avait, qui reste quand même monstrueux, c'est qu'on a la main sur le simulateur. Donc on peut changer la forme des entrées et des sorties si on veut. Et donc si on veut convertir un vecteur en une séquence parce qu'on juge que c'est pertinent, on peut le faire. Donc on avait ces deux volets-là et après c'était vraiment du travail à façon pour la démo. Très bien, merci. Moi, j'ai d'autres questions. Sinon, concernant, en fait, est-ce qu'il y a des problématiques de transfer learning qui vont se poser? Parce que si on prend du temps pour apprendre pour un drone, s'il y a une pièce qui change, est-ce que ça va changer ou est-ce que les stratégies sont assez haut niveau pour être relativement indépendantes de la particularité de chaque individu? Alors, si on a la plateforme qui change, alors le transfer learning ne sera pas immédiat, c'est sûr. Enfin, ça peut être dangereux. Par contre, justement, le système de curriculum learning va nous permettre de repartir d'un checkpoint, si on veut, de la V1 de mon drone. Et je change une pièce, j'ai un moteur plus performant ou moins performant. Là, je vais pouvoir refaire une petite session d'apprentissage avec ce nouveau composant.
Et étant donné que j'ai déjà un système qui a appris à faire des choses, il sait s'orienter, il sait reconnaître certains motifs ou des choses comme ça, il va juste avoir à apprendre, et du coup c'est relativement court comme session d'apprentissage, à apprendre à gérer cette nouvelle variation. Donc avec le curriculum learning, ça permet en tout cas de drastiquement réduire la chose, on ne recommence pas depuis zéro. Par contre oui, il y a quand même des vérifications à faire avant de se lancer. Il y a une autre question plus technique sur l'usage du tournoi. En fait, est-ce que c'est un tournoi entre une ancienne IA et une nouvelle ? Et parce qu'ils utilisent ça aussi dans la Fago pour un peu limiter les politiques un peu folles qui pouvaient être créées par l'ARL et revenir en arrière en fait sur une ancienne politique. Est-ce qu'il y a ça aussi, ce genre de checkpoint ? On a ce genre de checkpoint, on a toujours 2 IA qui s'entraînent. Et en fait, on a un pool de joueurs, attaquants et défenseurs. Et on va piocher dans chacun des pools de joueurs. Et dans chacun de ces pools de joueurs, on a les dernières versions des agents, mais on peut aussi conserver des agents plus anciens. Et même des agents à la main, enfin créés à la main ou pas forcément ? Non, c'est que des agents issus de ARL. Alors, ils n'étaient pas dans le pool d'entraînement du tournoi, mais les tout premiers apprentissages ont été faits contre des agents qui sont scriptés. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci. Voilà, donc on se retrouve après la courte pause pour l'exposé suivant.